Crise totale. Un texte de Frédéric Lordon paru sur son blog du Monde diplomatique le 29 juillet 2024. Des orthopédistes de l'hôpital Georges Pompidou obligés, faute de moyens, de bricoler des fémurs avec des broches de tibia, jusqu'à l'élection de Braun-Pivet par des individus auto-maintenus ministres-députés, sans le recours de Schrödinger, le même arc d'une crise totale. On n'imagine pas combien le processus de destruction d'une société peut être rapide, sitôt qu'elle est aux mains d'une clique où se mêlent pervers et imbéciles. Logiquement, le processus de destruction, qui a d'abord été visible dans la sphère matérielle, avec l'explosion de la pauvreté et la démolition méthodique des services publics, finit par gagner les étages supérieurs, celui des institutions politiques, quand le corps social exprimant électoralement son refus produit une donne parlementaire gouvernementale qui envoie le régime entier en erreur système. Épiphénomène d'une crise en première instance matérielle, la crise politique en cristallise toutes les contradictions en le lieu où elles sont normalement accommodées, et où visiblement elles ne peuvent plus l'être. La crise devient totale en ce moment précis où plus aucune des institutions, plus aucune des médiations n'est capable de reprendre des tensions économiques et sociales excédant maintenant leur pouvoir d'accommodation. Ni la médiation proprement politique, ni la médiation médiatique, ni la médiation syndicale ne sont plus à la hauteur de leur travail de régulation du cours de la vie collective. La phénoménale formation d'énergie politique, enragée, est maintenant privée de toute solution de reprise institutionnelle. La nature ayant horreur du vide, cette énergie ne s'évaporera pas. Elle se trouvera nécessairement une solution d'expression alternative. Mais, là encore logiquement, hors institution. Dit autrement, trop de forces concourent maintenant à ce que ça explose, si nul ne peut encore dire ni où, ni quand, ni sous quelle forme, ni de quelle manière. Démocratie de confiscation. Lieu d'enregistrement des tensions et des contradictions montées de la société entière, la sphère politique institutionnelle est celle dont la faillite est le plus spectaculaire. Que cette médiation-là ne médie plus rien, n'enregistre plus rien, ne retraite plus rien, nous le savons depuis la séquence 2005-2008 du non-TCE converti en « oui, traité de Lisbonne ». Mais les tensions n'ont plus cessé de croître depuis. Elles ont même été portées à des niveaux sans précédent sous le gouvernement des brutes qui violentent la société avec la même candeur et la même indifférence qu'on arrache 2 brins d'herbe. Et nous aurons vécu le gouvernement des sourires imbéciles. Celui de la psychose et de la perversion sous leurs formes les plus agressives également. Et il s'agit d'un peu autre chose que de triche au Monopoly ou de gamins capricieux. Car au sommet des institutions autocratiques de la Ve République, et autorisées par elle, il y a un type spécial, qui, emporté par les nécessités de sa complexion psychique, ne répond plus de rien à personne, ne connaît plus aucune norme sociale, ne se soumet plus à aucun esprit, celui des lois ou des institutions, plus à aucune décence, et envisage donc sans le moindre battement de cils de laisser en place pour un temps indéterminé le gouvernement défait 2 fois, de faire voter à l'Assemblée ses ministres députés et de multiplier les scandales démocratiques jusqu'aux limites du coup d'État. De toutes les destructions dont Macron et le macronisme se seront rendus coupables, celles de ces constructions invisibles qui font la doublure des institutions formelles, et en fait la condition de leur opération, comptent peut-être parmi les pires. Destruction des principes qui, s'ils sont non écrits, doivent gouverner les comportements. Destruction de toute moralité politique, sans laquelle il n'est plus de légitimité de l'institution politique. Il n'était pas fortuit d'évoquer le scandale du TCE de 2005, celui du vol de la législative 2024, car il n'y a pas d'autre manière de dire, le confirme
quoique en le portant à un niveau où l'on se demande si un seul scrutin pourra désormais y survivre. L'esprit des lois ne se voit pas. Il n'en ira pas exactement de même des effets de sa ruine. Médias de fascisation. Et pendant ce temps, la médiation médiatique avalise tout, toutes les démolitions, tous les passages de cap, toutes les régressions démocratiques, depuis les plus misérables procédés à faire entrer dans les mœurs, les inévitables QR codes des JO, jusqu'aux plus formidables outrages en refusant de nommer la première ministre à laquelle le nouveau Front populaire a gagné titre par son score électoral. Macron ne se livre pas à un coup d'État, il temporise. Le quotidien de référence en est là. On imagine le reste. Le reste, c'est les goûts audiovisuels. Comment continuer de lui appliquer la catégorie de journalisme? C'est un mystère. Qui peut décemment soutenir que Rousse, je suis à votre disposition, Elkrief est une journaliste, que Nathalie, JLM un problème, Saint-Cric est une journaliste. Ce sont des tenancières d'officines de propagande. Mélenchon déclare que Tubiana est la mieux placée pour comprendre qu'on est contre sa candidature. Le bandeau BFM titre « Mélenchon, Tubiana la mieux placée ». LCI affiche des camemberts de répartition des sièges. Le nouveau Front populaire qui arrive premier récupère une tranche plus petite que le RN arrivé troisième. Un milliardaire catholique monte une machine de guerre ouvertement dédiée à promouvoir des idées d'extrême droite. France Info titre qu'il veut faire gagner la droite. Mais la photo de Ruffin quand Mathilde Panot dépose une proposition de loi d'abrogation de la retraite à 64 ans. On est frappé par l'extraordinaire bassesse de procédés qui disent à quoi en est réduite une hégémonie pour se maintenir quand elle est devenue odieuse à tous. Il y a quelque chose de plus franc, et pour tout dire de plus droit, dans la télévision nord-coréenne. Dans le monde libre, ne règne que la manipulation éhontée, la diffamation ouverte, le mensonge sans limite de grossièreté, et littéralement, si l'on en vient à Gaza, le délire. Il y a sans doute belle lurette que les médias, normalement en charge de cette médiation qui s'appelle le débat public, donc d'y représenter les divers courants d'opinion, ne médiatisent plus rien, sinon les seuls intérêts de la bourgeoisie de pouvoir. Mais l'approfondissement de la crise organique a porté le devenir officine des médias à un point qu'une dystopie raisonnablement imaginative aurait difficilement envisagé. Il est donc établi qu'aucune vie minimalement démocratique ne peut plus passer par eux. Le tableau général de cet avilissement ménage une place de choix au régulateur, l'Arcom, qui ne régule rien, encourage tout. Devenue par excellence l'institution de la honte et la collaboratrice du processus de fascisation, maintenir dans sa concession CNews et son réjouissant degré de mépris manifesté aussi bien à ses obligations de pluralisme qu'aux commissions amenées à auditionner ses dirigeants, refuser la seule candidature d'un média de gauche, le Média, préférer y ajouter en la chaîne Kretinsky Printemps républicain un canal ouvertement islamophobe de plus, un point de vue, il est vrai, injustement sous-représenté dans le paysage médiatique actuel, tout ceci constitue une sorte d'exploit dont il faudra bien faire l'analyse sérieuse et méthodique, membre par membre du Conseil de l'Arcom, à commencer par son président, intérêt et réseau de socialisation, trajectoire antérieure et allégeance ayant conduit à de tels affaissements individuels, rapport de pouvoir et fonctionnement collectif vicieux de l'institution elle-même, etc. Or, la faillite institutionnelle générale se reconnaît à la faillite de celle des institutions placées en position d'appel ou de dernier recours. À l'Arcom, on n'offre ni appel ni recours à rien. On n'enraye aucune glissade au désastre. Au contraire, de l'huile, beaucoup d'huile sur le toboggan des médias racistes et fascisateurs, une vocation et une responsabilité. L'effondrement des institutions de rang supérieur, celles mêmes supposées rattraper les déviations des institutions ordinaires, est le point ultime de la catastrophe institutionnelle.
dans le champ des institutions politiques comme dans celui des institutions médiatiques. De même que l'Arcom ne travaille qu'à reconduire le pire, le Conseil constitutionnel, comme le Conseil d'État, se déclare incompétent pour juger des ministres députés. Mais alors, sans plus aucun appel nulle part, qui reste-t-il pour sauver les citoyens du désarroi et de la rage ? Syndicalisme de gestion. Normalement, la troisième et dernière médiation, la médiation syndicale, institution d'un genre particulier, assurément en partie elle aussi du système institutionnel d'ensemble, mais procédant selon ses voies singulières, la manifestation, la grève. Sur le papier des voies extra-institutionnelles, mais devenues si étroitement codifiées et si vidées de toute combativité réelle que le extra n'a plus aucune consistance, le syndicalisme, par nature, était une institution liminaire, une institution de marge, à la bordure du système institutionnel standard. Il est devenu une institution du milieu. Sophie Binet et la CGT, dit-on, font des avancées inouïes dans le champ politique. Le monde y voit un tournant majeur, s'en effraie un peu. Il est vrai, Binet a articulé autre chose que pas une voix pour le RN, elle a dit « voter pour le nouveau Front populaire ». On est pétrifié. Disons que l'apprentissage de la politique par Sophie Binet est progressif. Très. Pour l'instant, politique n'est compris que dans les coordonnées institutionnelles électorales. C'est vraiment la toute première leçon. Qu'il y ait un autre sens du mot politique, et que c'est vers ce sens que l'apprentissage doit cheminer plutôt vite si possible, étant donné les conditions actuelles, c'est la leçon d'après. Cependant, si lointaine encore. Alors la direction confédérale part en vacances. Un coup d'État est en cours, mais JO, vacances. Sauve l'honneur ici, la CGT cheminot, la l'UD-CGT Paris. La direction confédérale, elle, fait des communiqués, appelle Macron à, déclare qu'il faut qu'il, sous l'effet de quelle menace sérieuse, de quel rapport de force réel, on le saura sans doute après les JO, après les vacances. Or, quand l'heure est à ce point au piétinement de toute démocratie, quand toutes les autres institutions ont fait faillite et qu'il n'existe plus aucune force régulatrice dans le système d'ensemble, hormis un mouvement de masse, quand un tel mouvement a d'abord pour initiateur et pour coordinateur l'institution syndicale, et que l'institution syndicale est, elle aussi, à ce point défaillante, le fond du fond est atteint. Incompréhension radicale d'une situation et d'une responsabilité historique, incapacité de s'y porter par enlisement dans les pratiques de rouage institutionnel. L'histoire ouvre des fenêtres, le syndicalisme institutionnel y regarde passer les trains. 2023, 49.3, 90% de salariés opposés à la réforme des retraites, une fenêtre, rien. Stefano Palombarini, 2024, à l'adresse manifeste de la CGT. Cette fois, si vous ne bougez pas sérieusement, vous aurez droit à l'agenda Vauquier et vous l'aurez cherché. Le propre des ossifications institutionnelles, c'est de faire perdre jusqu'au sens de ses intérêts vitaux. Il y a peut-être eu un sursaut dans les urnes, mais visiblement pas dans les directions syndicales, où pourtant, ce serait le moment d'envisager de faire autre chose que l'unique journée d'action de septembre qui est en train de se profiler. On descend, ça ne sert à rien, on rentre à la maison, c'était bien. Louper les fenêtres ouvertes par l'histoire, c'est n'avoir aucune perception des colossaux surgissements d'énergie politique qui s'y forment, du relatif peu de choses qui suffiraient pour la coordonner et la mettre en mouvement, et n'avoir non plus aucune anticipation des effets sensationnels qui pourraient s'en suivre, pourvu simplement qu'on essaye. Or, à l'évidence, il ne faudra pas compter non plus sur la dernière médiation syndicale pour essayer. Dans son genre, pourtant, celle-ci a aussi le statut d'un dernier recours, celui qu'on active pour remettre d'équerre les procédures ordinaires quand elles commencent à dérailler. Mais le syndicalisme institutionnel est devenu une procédure ordinaire parmi les procédures ordinaires, au mépris de ce qui faisait originellement sa force, sa capacité à mettre en mouvement des multitudes, c'est-à-dire à remanifester le fond pré-institutionnel
de toute politique institutionnelle. Quand il n'y a plus aucune solution de recours nulle part, ni dans les institutions de rang supérieur, Arcom, Conseil constitutionnel, ni dans les institutions liminaires, syndicats, alors oui, la crise est totale. Irruption. Crise totale ne veut certainement pas dire qu'il ne se passe plus rien. Il se passe que de tout autre processus entre en jeu. Par construction, des processus de débordement de l'ordre institutionnel, puisque celui-ci est failli, c'est ce qu'avaient parfaitement compris les Gilets jaunes dans leur triple refus de la politique, des médias et des syndicats, et dans leur prise de rue autorisée d'elles-mêmes, faute de personnes pour entendre leurs problèmes, encore moins les régler. C'était en 2018, et leur mouvement était prescient. 5 ans plus tard, le macronisme sombrerait définitivement dans la violence des pouvoirs policiers, sous les vivas des médias, et le syndicalisme institutionnel, porté par une mobilisation jamais vue, essuierait sa plus cuisante défaite pour n'avoir pas compris à quel personnage et à quelle situation extraordinaire il avait affaire. Les Gilets jaunes, la répétition générale. La première aura lieu. Elle aura lieu parce que la formation d'énergie colérique ne cesse plus de grossir, alimentée par le déni majuscule, le déni de l'ultime breloque légitimatrice dans la démocratie de capture, le déni des urnes. Comme dans la chimie des recombinaisons moléculaires, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cette énergie politique en train de devenir phénoménale ne se dissipera pas gentiment, et puisque ces solutions institutionnelles d'expression ont disparu, elle va s'en trouver d'autres, se transformer. Où? Quand? Sous quelle forme? Personne ne peut le dire. D'une certaine manière, c'est tant mieux. Cette indétermination laisse la possibilité d'une intervention, c'est-à-dire d'une mise en forme, pour que le flot en furie parte au moins dans une direction politiquement avantageuse. Intervention de qui? On ne sait pas non plus. Mais on sait d'où devrait être donnée la direction. Du travail, de la production et des bastions de combativité qui y sont encore. Donc à l'initiative d'un syndicalisme de base et non de confédération. Politique et non de gestion, qui ne se sent pas tenu par les bonnes manières institutionnelles et leur censure, ne s'arrêtera pas avec de la verroterie, un grand débat ou une convention citoyenne, posera les questions qui réémergent quand la crise est totale, les questions fondamentales, interdites par le cours ordinaire, celles du contrôle ouvrier et de la souveraineté des producteurs. De ce point de départ-là, le débordement trouvera d'emblée ses bonnes coordonnées, celles même que le mouvement des retraites, par nature, avait installées, celles qui renversent toutes les aliénations électorales, toutes les défigurations médiatiques de la vie collective et garantissent que quand le pays se lève, c'est pour partir à gauche.